Actualité. Dans le vif du sujet, avec Enis Morey. 8 heures passées de 3 minutes sur les ondes RTCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis toujours ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dans le vif du sujet, celui du 14 février 2019. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vous propose le menu. Deux sujets d'une importance capitale. D'abord, cette confusion autour du classement de la Tunisie par l'Union européenne dans la liste noire des pays exposés au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et on va revenir également dans un deuxième sujet sur la décision du tribunal administratif qui vient de prononcer un jugement s'agissant du travail de l'instance Vérité et Dignité. Et nous en parlerons tout à l'heure avec l'honorable juge Nasreddine Ansibi, juge au tribunal administratif, qui va nous expliquer la décision du tribunal. Mais avant cela, je voudrais revenir avec Sissemir Brahimi, qui est ex-président du GAFI MENA, l'ex-secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières et actuel secrétaire général du Centre international Hedi Nuer de prospective et d'études sur le développement, sur cette confusion qui a circulé dans les médias tunisiens, qui a été reprise dans les réseaux sociaux, jetant un discrédit énorme sur la Tunisie par rapport donc à une liste publiée hier même par l'Union européenne et qui comporte la Tunisie comme étant un pays exposé au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Sissemir Brahimi, bonjour. Bonjour Anis. Comment allez-vous? Ça va, merci, et toi? Très bien, merci. Alors, Sissemir Brahimi, vous avez suivi, comme tout le monde, cette confusion, énormément de confusion sur la question, et on voudrait bien comprendre, est-ce que la Tunisie est maintenue sur cette liste-là, malgré les efforts qui ont été déployés, ou est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour annuelle de la liste de l'Union européenne qui a ajouté d'autres juridictions, d'autres pays, notamment le Panama et l'Arabie Saoudite, qui sont sur cette liste noire-là? Justement, Anis, je crois que le communiqué de l'ACTAF paru hier met un terme à la polémique autour donc de la nouvelle liste des pays tiers à l'Union européenne. Il s'agit de pays tiers à l'Union européenne dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement terrorisme présents des carences ou des déficiences stratégiques. En fait, la liste de l'Union européenne est une liste dynamique. Il y a des pays qui entrent et d'autres qui sortent. Et donc elle est continuellement donc de temps à autre mise à jour. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous les pays qui sont inscrits sur la liste du groupe d'action financière, le GAFI, figurent sur celle de l'Union européenne. Sauf la Serbie, parce que la Serbie est tout simplement un pays de l'Union. Parce que la 4e directive européenne sur le blanchiment, la lutte contre le blanchiment, donc réserve la liste pays tiers à l'Union européenne. Mais la liste de l'Union européenne s'étend aussi à d'autres pays. Vous me dites pourquoi? D'abord, le GAFI n'inscrit sur sa liste que les pays qui ont fait déjà l'objet d'une évaluation et d'un rapport d'évaluation mutuelle. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pays comme la Libye ne figure pas sur la liste du GAFI. Parce que la Libye n'a pas été évaluée. Les experts ne pouvaient pas se déplacer en Libye pour les raisons que vous connaissez, donc pour faire l'évaluation du dispositif. Ensuite, le GAFI est l'organisme focal, central, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est en effet le dépositaire du standard international et il est aussi celui qui veille à sa bonne application par tous les pays du monde à travers justement ce mécanisme qui est le mécanisme de l'évaluation donc mutuelle. On appelle ça l'évaluation mutuelle. Or, comme près de la moitié des pays du GAFI sont par ailleurs membres de l'Union européenne, il est donc dans l'ordre des choses que la liste du GAFI soit reprise par l'Union européenne. Tout à fait. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les pays qui figurent uniquement sur la liste de l'Union européenne et qui ne figurent pas donc sur la liste du GAFI, l'explication est très simple. C'est soit des pays qui
n'ont pas encore été évalués par le GAFI ou les GAFI régionaux, Oui. mais qui, aux yeux des instances de l'Union européenne, présentent des risques majeurs en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et c'est le cas justement donc de la Libye, par exemple. D'accord. Donc, Soit oui. des pays, Nice, qui ont été évalués récemment, mais au sujet desquels le GAFI n'a pas encore statué, n'a pas encore délibéré. Et c'est le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été évaluée en 2018. Le rapport est est sur le site du GAFI Moyen, du GAFI Moyen-Orient Afrique du Nord. Et lors de la prochaine plénière du GAFI, qui se déroulera dans quelques jours, donc on statuera justement sur l'inscription ou la non-inscription de l'Arabie Saoudite sur la liste sur laquelle la Tunisie figure. D'accord. Justement, cette question-là est fondamentale, si Samir Brahimi, et c'est bien de comprendre un peu la méthodologie. Alors, ce qui intéresse l'opinion publique tunisienne aujourd'hui, et je voudrais bien également votre éclairage. Depuis février 2018, nous avons été mis sur cette liste-là, bien évidemment, par l'Union européenne, avec tout le tollé que vous connaissez. Et depuis, donc, il y a eu un engagement de la part de l'État tunisien, du gouvernement tunisien, pour répondre aux standards demandés par le GAFI, le groupe d'action financière, pour justement contrecarrer les défaillances et les lacunes que nous avons dans notre législation. Alors, il y a eu énormément de travail qui a été fait. Il y a eu amendement de la loi 2015 sur le financement du terrorisme, antiterroriste, financement et blanchiment d'argent. Il y a eu également les normes adoptées par les corporations, sauf pour les avocats qui n'ont pas encore adopté cette norme-là. Il y a eu également donc énormément. Avons-nous été évalués par le GAFI, si Samir Brahimi, pour dire que nous avons été maintenus ou pas maintenus sur cette liste-là? Je voudrais bien... Encore, Anis. Pas encore. Pas encore. Parce que, justement, le plan d'action s'achève en fin janvier 2019, début février 2019. Et il y a un rapport à envoyer aux instances internationales, donc représentatives, qui sont ici le GAFI et le GAFI Moyen-Orient Afrique du Nord. D'accord. Au vu des résultats, justement, du plan d'action, le GAFI délibérera sur soit le maintien de la Tunisie, soit donc la sortie de la Tunisie de sa liste. Le pays a beaucoup fait au cours de cette année. Donc presque tout a été fait pour que justement les déficiences stratégiques soient corrigées. Oui. Il reste, comme tu le dis, donc la question des normes à produire par la corporation des avocats. À ma connaissance, ces normes n'ont pas été produites et il est fort à craindre que le GAFI, vu de cela, nous maintienne sur sa liste. Moi, je ne suis pas dans les couloirs du GAFI, ni dans les couloirs du pays officiel pour voir comment ils ont négocié ces aspects avec le GAFI, mais pour moi, la chose est très très claire. Le GAFI dit clairement que les professions et les entreprises non financières désignées, y compris donc la corporation des avocats, doivent être incluses, intégrées totalement dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Tunisie. Si on ne le fait pas, le GAFI va considérer que la Tunisie a, si vous voulez, des gatekeepers, des ouvreurs de portes, ou des portes ouvertes pour que les blanchisseurs, si vous voulez, ou les gens qui financent le terrorisme, donc fassent des incursions à travers cette profession pour quand
commettre des délits de blanchiment D'accord. ou de financement. Si Samir Brahimi, quelque chose de très important aussi, certains observateurs pointent du doigt le rapport relatif au GAFI de décembre 2018 qui concerne la Tunisie. C'est un rapport donc qui a été élaboré en décembre 2018, qui a été rendu public janvier 2019, et on voudrait bien comprendre l'itinéraire. Donc, vous avez parlé d'une évaluation qui va être donnée aux instances du GAFI qui vont statuer sur ces améliorations faites par le plan d'action tunisien, et ensuite on va délibérer sur le fait de faire sortir la Tunisie ou de l'y inclure, continuer à l'inclure dans cette liste-là, et c'est ensuite que l'Union européenne, sur la base des décisions du GAFI, transposera sa décision et décidera la levée, le maintien ou le fait de faire sortir la Tunisie donc de cette liste. Ma question est simple. Quand est-ce que tout cela sera fait? Quand est-ce que tout cela finira, si jamais donc les choses iront dans le bon sens? Cela fait au cours de cette année 2019. D'accord. Et peut-être les premiers mois de l'année 2019. La Tunisie, elle est sous programme, donc sous plan d'action avec le GAFI. Elle est suivie par le GAFI Moyen-Orient, Afrique du Nord, à travers ce qu'on appelle l'exercice de suivi, le follow-up. Donc, il y a des rapports qui sont établis par le groupe d'action financière Moyen-Orient, Afrique du Nord, parce que la Tunisie est sous un régime de suivi renforcé. Renforcé, oui. Renforcé parce que justement son dispositif souffre des insuffisances importantes. D'accord. Stratégiques. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que justement les rapports du groupe d'action financière Moyen-Orient, Afrique du Nord, si vous voulez, sont plutôt positifs. D'accord. Sont plutôt flatteurs vis-à-vis donc des efforts fournis par le pays dans un certain nombre de domaines. Les notations ont été améliorées d'une façon remarquable. Les notations sur la conformité, ce qu'on appelle la conformité technique. D'accord. Et sur l'effectivité, c'est là où il y aura un débat, parce qu'il ne suffit plus maintenant d'être conforme techniquement aux normes, mais encore faut-il donc que le dispositif soit réellement efficace et effectif. Voilà, merci beaucoup, si Samir Brahimi, on ne peut plus clair. Autrement dit, vous êtes en train de dire circuler, il n'y a rien à voir. Si vous voulez faire de la polémique, c'est moi qui le dis maintenant, si vous voulez faire de la polémique, trouvez autre chose. La Tunisie, je l'espère, est sur le bon chemin. Merci beaucoup, si Samir Brahimi, ex-président du GAFI MENA, ex-secrétaire général de l'ACTAF et secrétaire général actuellement du Centre international Hedi Nuira de prospective et d'études sur le développement. Merci infiniment de votre passage ce matin sur nos ondes. Merci Anis, merci. Excellente journée, si Samir Brahimi. Bonne journée, journée. Voilà, donc encore de la zizanie, toujours de la zizanie. Vous allez continuer à avoir de la zizanie partout. Surtout sur des questions techniques que certains voudraient manipuler à mauvais escient, bien évidemment, pour régler des comptes. Aujourd'hui, la Tunisie n'a pas encore été évaluée. La Tunisie va présenter sa législation, les améliorations qui ont été faites par ce plan d'action gouvernemental, et c'est à la charge du GAFI par la suite d'étudier cela. Ce qui a été fait, c'est une simple mise à jour, c'est une simple actualisation. Lorsqu'on a actualisé une liste et qu'au préalable, nous n'avons pas évalué un pays, c'est tout à fait normal, lorsqu'on va intégrer d'autres pays, de trouver le pays d'origine qui n'a pas été encore évalué. L'évaluation se fera au cours de cette année et nous espérons que la corporation des avocats, le barreau tunisien, le prix Nobel donc à 2014, sera devant ses responsabilités, prendra ses responsabilités et adoptera cette norme-là parce que on parle d'un engagement total. Et c'est pour cela que Samir Brahimi tout à l'heure a parlé de ce contrôle très poussé du GAFI sur la Tunisie. On n'acceptera pas qu'une corporation ne soit pas conforme aux standards internationaux pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Point final à cette question, circuler, il n'y a rien à voir.
Deuxième sujet, non moins important, c'est la décision du tribunal administratif qui vient de prononcer un jugement s'agissant du travail de l'instance Vérité et Dignité. Et je suis ravi de recevoir ce matin l'honorable juge Nasreddine Nsibi, juge au tribunal administratif. Bonjour, honorable juge, merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour Anis, l'honneur il est partagé. Bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Avec vous, on va comprendre cette décision du tribunal administratif. Alors, la décision, pour essayer de faire comprendre un peu la chose, au fait, c'est une décision qui concerne la liquidation des travaux de l'instance Vérité et Dignité. Cette instance est arrivée donc au terme de sa mission, et bien évidemment, il y a un travail de liquidation qui va être fait. Ce travail aujourd'hui est, je dirais, une pomme de discorde entre le gouvernement et le travail de l'instance Vérité et Dignité. C'est pour cela que le gouvernement, via le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, a intenté donc une action en justice devant la juridiction que vous représentez également aujourd'hui pour arrêter les travaux de liquidation de l'instance Vérité et Dignité. Faites-nous comprendre davantage qu'est-ce qui s'est passé et on voudrait bien comprendre donc cette décision du tribunal administratif de surseoir sur cette question-là. D'accord Anis, on va essayer, c'est vrai que la question elle est assez technique. Tout à fait. Donc on va essayer de vulgariser un peu l'information tout en restant précis. Tout à fait. D'accord, en fait nous avons reçu au tribunal administratif un recours qui a été introduit par le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Quand ça? Concernant le recours au fond, il a été introduit le 27 janvier 2019. 27 janvier 2019. Le recours au fond. Oui. Donc, avec, bien sûr, une demande de sursis à exécution. Oui. Parce que vous savez très bien que les travaux de l'instance de la vérité IVD prennent fin au 31 mai 2019. Oui. Si le recours il est introduit le 27 janvier, nous, au tribunal administratif, on doit prendre un mois déjà pour fixer une audience, donc il nous reste 3 mois. Donc pour trancher ce litige-là au fond, c'est quasiment impossible. Parce il va falloir neutraliser la situation. Il faut neutraliser la situation à l'occasion de cette décision du sursis à exécution qui a été prononcée. Et justement, l'action originaire porte sur quoi? Voilà, nous allons en venir. Oui. En fait, il y a eu une décision du Conseil de l'IVD au sujet de la liquidation des actifs et des biens de l'IVD. D'accord. Donc une décision du Conseil de l'IVD qui essaye de réglementer le déroulement de la liquidation des actifs et des biens de l'IVD. Ce que le gouvernement a considéré hors prérogative de cette instance. En fait, monsieur le ministre a introduit un recours parce qu'il estime, lui, il a avancé plusieurs moyens en fait. Et justement, c'est ce que je souhaite éclaircir, parce que le tribunal, le premier président du tribunal administratif qui est compétent pour se prononcer sur les demandes de sursis à exécution, il a reçu 5 moyens. Et sur les 5 moyens qu'il a évalués, il a estimé que monsieur le ministre avait raison dans 2 moyens sur 5. D'accord. Voilà pourquoi il lui a donné raison sur 2 moyens, et sur les 3 autres moyens, il ne lui a pas donné raison. Et voilà pourquoi on a vu d'un côté un avis qui dit... C'est incroyable. Voilà, et c'est pour cette raison, on a vu d'un côté l'IVD qui disait, voilà, le tribunal administratif m'a donné raison, et de l'autre côté, l'avis contraire. Non, moi je ris parce que je suis en train de voir l'alignement de certains médias donc qui sont pro ou contre l'IVD. Alors ceux qui sont pro-IVD se sont dit, écoutez, ce tribunal administratif qui vient de calciner l'IVD, et ceux qui sont pro, qui sont contre, qui sont pro-IVD, ils se sont dit donc finalement non, le tribunal administratif est en train de donner raison. Bon Dieu, je me pose des questions pour des collègues. Mais pourquoi alignez-vous? Pourquoi vous alignez?
Mais restez. Le plus important, c'est l'information. Ce n'est pas ce que vous pensez, vous. L'important, c'est l'information et donner une information fiable. Sacrée, voilà, l'information, elle est sacrée. Donnez une information, ensuite faites de l'analyse. Et c'est pour cela que vous êtes là, Nasreddine Sibi, aujourd'hui, pour nous expliquer. Voilà, heureusement qu'on a cette tribune aujourd'hui à Nice que nous suivons, qui est très intéressante. Et j'espère qu'elle sera de plus en plus suivie, parce que vraiment, elle permet de traiter objectivement beaucoup de questions d'actualité qui sont très intéressantes. Donc, pour revenir à notre sujet, ce que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est que l'IVD, et on va prendre un exemple, en fait, pour essayer de, comme je viens de vous dire, vulgariser en fait cette question-là. L'IVD, une fois qu'elle a fini ses travaux, au 31 décembre 2018, elle dispose d'actifs qui peuvent être argent, qui peuvent être biens, meubles, immeubles, tout ça. Voiture, tout ça. Voilà, donc elle a pris une décision, le conseil de l'IVD, a pris une décision pour organiser le transfert et la liquidation de ces actifs-là. Comment cette opération-là va se dérouler. Donc il a pris des dispositions à caractère réglementaire pour organiser ça et pour pouvoir avoir en fait un plan d'action à suivre et pouvoir par la suite responsabiliser les gens. Est-ce que cela concerne les archives, honorable juge? En fait, l'IVD, aujourd'hui, elle va disparaître. Donc si elle va liquider, elle va tout liquider. Tout à fait. Donc ça va concerner bien sûr tous ceux dont l'IVD aujourd'hui a sous la main. Et je pense que c'est ça le clou de l'histoire. En fait, je pense que le clou de l'histoire, d'abord ce que nous avons reçu en fait sur la requête, Monsieur le ministre, il a estimé que cette décision-là pouvait constituer, ou constituer plutôt, un prolongement des travaux originaires de l'IVD. Ici, le tribunal, il a bien éclairci la chose, et le tribunal, en tout cas, à ce niveau-là du sursis à l'exécution, il a estimé que la liquidation était complètement différente des travaux originaire de l'IVD et que de toutes les façons, tous les travaux que l'IVD va réaliser entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai, date limite, qui, le tribunal a précisé, ne peut en aucun cas être repoussé ou prolongé pour n'importe quelle raison, tous ces travaux qui vont être réalisés pendant cet intervalle-là ne peuvent avoir pour objet que la liquidation des actifs. D'accord. Donc ça, le tribunal, il a été clair. Il a dit, voilà, il ne s'agit pas d'une, on va dire, manœuvre pour essayer de prolonger. Donc, je vais essayer d'expliquer d'une façon trop simpliste. Alors, ce que vous êtes en train de dire, et je pars sous votre contrôle, bien évidemment, cela ne vous engage pas, mais ce que j'essaie de dire. Alors, le gouvernement dit, IVD, vous avez terminé votre travail le 31 décembre 2018, sortez comme vous êtes venu. Donc voilà, prenez vos habits, prenez vos trucs et sortez, laissez les choses telles qu'elles sont, laissez les actifs, le passif, laissez tout comme ça, on va s'en charger. Voilà. Le conseil de l'IVD, la présidente de l'IVD dit non, je ne peux pas faire ça, je ne sortirai qu'après avoir liquidé ce que j'ai sous la main, je vais forcément transférer tout ce que nous avons à l'État, mais qui me garantit par la suite que finalement on ne va pas me faire dire ou faire des choses donc que je n'ai pas faites. Donc c'est une question finalement de droit, c'est une question de confiance également. En fait c'est à peu près ça, parce que en fait l'IVD elle a estimé qu'elle va liquider selon les règles, on va dire, du code des sociétés commerciales. Parce qu'elle a estimé que c'est une entité qui n'est pas régie par le code de la comptabilité publique. Et dans le code des sociétés commerciales, il est tout à fait possible que le PDG ou le président de l'entreprise soit chargé par le conseil d'administration par les travaux de liquidation. D'accord. Justement pour responsabiliser. Ici, là où le tribunal il a donné raison au ministre, c'est dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que dans la décision de l'IVD, il y a eu 2 points, on va dire, qui n'étaient pas clairs ou qui étaient ambigus. Et après, nous, en se prenant sur ce qui a été écrit dans la décision, après l'intention, on s'en charge pas. Ce qui a été écrit, c'est que concernant les actifs, l'IVD, elle peut transférer ses actifs à n'importe quelle entité. Elle s'est arrêtée là. Et là, le tribunal et le ministre
et le tribunal lui a donné raison, il a estimé que ce n'est pas possible. Ouais. Parce que finalement, tous ceux dont l'IVD détient aujourd'hui, et ce sont des actifs publics. Et son budget, après vérification, il s'est avéré que à grande majorité, il provient de deniers publics. Oui. Et du coup, le transfert des actifs ne peut se faire que à des organisations, des organismes publics, gouvernementaux. Oui. Ça, c'est la première chose que le tribunal a précisé. Et dans ce point-là, il a donné raison au ministre. D'accord. Ensuite, au niveau du transfert des biens, parce qu'on fait la différence entre les actifs et entre les biens. Pour les biens, la décision de l'IVD, elle a dit à la présidence du gouvernement, donc transfert à la présidence du gouvernement ou à n'importe quelle autre entité. Et là, le tribunal a souligné que cette n'importe quelle entité, ça ne fonctionnait pas, le ministre il a raison, ça ne peut se faire que à la présidence du gouvernement pour toujours la même raison, parce que ce sont des deniers publics à la base et qui devaient, par essence même, revenir à l'État. D'accord. Ensuite, le dernier point, si vous permettez, Anis, bien sûr, c'est très important. Le dernier point, c'est que là où le tribunal il a donné raison au ministre, c'est que ce ministère-là, il a des compétences exclusives. Le contrôle, la gestion, l'audit, l'inventaire des biens publics, ce sont des compétences exclusives de ce ministère-là. Domaine de l'État. Domaine de l'État. Alors aujourd'hui, si l'IVD, elle fait ça en toute autonomie, sans aucun contrôle, sans aucune, on va dire, synchronisation avec ce ministère-là, il se peut que par la suite, certains biens publics, on ne les retrouve plus, parce qu'elle les aura transférés. Alors qu'aujourd'hui, le ministère, il détient un inventaire exact et précis, il contrôle, et on peut savoir, logiquement, où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est très important aujourd'hui pour le tribunal administratif de protéger l'argent public, de protéger les deniers publics. Très important ce que vous êtes en train de dire, Sina Ferdinand Nsibi, le juge au tribunal administratif, sur cette question-là. Alors, la plainte, je dirais, en excès de pouvoir, donc en excès de pouvoir pour annuler la décision de l'IVD. Bien évidemment, il y a deux plaintes, la plainte originaire, donc pour annuler, donc et une demande en sursis à exécution. Alors, aujourd'hui, deux moyens ont été donnés donc retenus au ministère. Et voilà pourquoi on dit un sursis à exécution partiel. Voilà, donc on a donné raison au ministre partiellement, mais pas dans toutes ses demandes. Et vous avez donné raison également à l'IVD sur certains autres points partiellement. En fait, on n'a pas donné de raison à l'IVD parce que l'IVD n'a pas fait de recours. Oui. Mais le ministre, il a demandé au tribunal de lui permettre d'accéder à certaines prérogatives. Donc le tribunal a estimé qu'il est dans son droit dans deux moyens et que dans les autres, ce n'est pas le cas. Pour résumer, sur le tas aujourd'hui, sur les faits aujourd'hui, suite à cette décision-là, et en attendant que la plainte en excès de pouvoir donc soit prononcée en originaire, comment les choses vont se dérouler? Je pense que c'est résolu. Après, il va falloir bien sûr vérifier. Parce que l'IVD, elle a publié un communiqué en disant qu'elle estime que cette décision, elle est juste et qu'elle s'engage à l'exécuter. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et là aussi était l'approche que j'estime personnellement judicieuse de cette décision, d'avoir traité toutes les questions, de n'avoir presque rien laissé au fond, parce que de toutes les façons, lorsque le contentieux sera jugé au fond, ça sera trop tard, parce que l'IVD, elle aura déjà terminé ses travaux au 31 mai 2019, et le jugement, il y a une très grande probabilité que le jugement au fond soit prononcé après cette date-là. Donc ça a été un choix réfléchi, je pense, de avoir été un peu lent dans cette décision de sursis à exécution pour justement éclaircir toutes les zones d'ombre et permettre à cette décision d'être efficace aussi. En une minute, je ne sais pas si c'est possible, mais nous n'avons plus de temps.
La question de l'école coranique du Gueb, école entre guillemets, coranique entre guillemets, le tribunal administratif à un certain moment a été taxé de laxiste et sur cette question-là, et on vous a reproché peut-être de ne pas avoir pris le taureau par les cornes pour annuler, pour peut-être donc recevoir l'annulation donc ou décider de l'annulation donc de la décision du gouverneur sur la question. Nous avons démenti cette information, preuve à l'appui. Nous avons publié un communiqué sur la page officielle du tribunal administratif qui a été largement relayé par les médias. On a même vu des chroniqueurs à la télé le dire. Le tribunal administratif a reçu une demande de sursis à exécution qui a été en fait introduite par justement le directeur ou le propriétaire de cette école-là, qui contestait justement la décision de fermeture. Oui. Et le tribunal administratif a refusé sa demande, et du coup, le tribunal administratif n'a pas constitué aucune entrave à l'exécution de cette décision-là. Après, pourquoi cette décision n'a pas été exécutée, ça, nous, on n'a pas les informations. C'est un grand problème. Mais ce n'est pas parce que le tribunal administratif a mis un sursis à l'exécution de la décision administrative qui prononçait la fermeture de cet espace-là. Le tribunal administratif, il a refusé cette demande-là, et lorsqu'on dit refuser, ça veut dire que il a accepté que cet espace-là soit fermé. Ça pour éclaircir. Je me permets de piquer 30 secondes, Anis. Rapidement, je sais que le temps... Juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est très important de lancer un appel aux différentes entités administratives, ministères et tout ça, de leur dire que c'est très important aujourd'hui d'être conscient de l'importance de l'exécution des décisions de la justice administrative. Si les moyens en fait sont à votre disposition pour venir défendre votre point de vue au tribunal, mais une fois le jugement il est prononcé, essayez s'il vous plaît, c'est dans l'intérêt de l'argent public, c'est dans l'intérêt du citoyen, c'est dans l'intérêt de la démocratie. Aujourd'hui à Nice nous avons des étudiants qui ont passé le baccalauréat, qui ont fait l'objet des décisions disciplinaires qui les privaient de passer le bac pendant 5 ans. Le tribunal administratif leur a donné des décisions de sursis à exécution, et j'espère que le ministère de l'Éducation va exécuter ces décisions-là, parce que juste pour faire le lien rapidement avec l'enfance aujourd'hui, nous on essaye d'encourager bien sûr objectivement et sans aucun abus, les enfants à rester dans la scolarité. Si aujourd'hui on a des élèves qui ont des jugements entre leurs mains qui leur permettent de repasser leur baccalauréat, il faut que le ministère soit coopératif à ce sujet-là. Pas uniquement le ministère, toutes les entités, parce que le tribunal administratif est en train de juger, mais ce sont les instances administratives, les structures administratives qui n'appliquent pas les décisions du tribunal administratif, et ça ne devrait pas se passer comme ça dans un état de droit. Merci beaucoup. Merci à vous. L'honorable juge Nasreddine Sibi, juge au tribunal administratif. Voilà, notre émission arrive à sa fin. On se retrouve lundi, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. RTCI vous a présenté Dans le vif du sujet avec